Bonsoir à tous. Je ne suis pas seul devant vous. Deux hommes et une jeune femme sont à mes côtés. Christian Boisseau est un chômeur de 27 ans. Jacques Coeur est le dirigeant d'une entreprise moyenne. Quant à Marielle Guatchel, je n'ai pas besoin de vous la présenter. Tous trois m'accompagnent pour porter témoignage dans le grand combat que je mène. Vous le savez, je vous l'ai dit, je vous tiendrai le langage de la vérité. Le redressement de la France est nécessaire pour que nous soyons parmi les gagnants de la grande compétition qui domine le monde. La première étape du redressement, c'est le redressement économique. Sans prospérité, votre pouvoir d'achat est atteint, votre emploi est menacé, vos rêves de logement ou de loisirs peuvent s'envoler en fumée. À la longue, c'est l'indépendance de la France qui est atteinte et son influence en Europe et dans le monde. Les malheurs aujourd'hui de la France s'appellent hausse du chômage, hausse des prix. Depuis 7 ans, plus de 100 000 entreprises ont fermé leurs portes. Le nombre des chômeurs a été multiplié par 4. Les prix ont doublé. Et vous, mesdames, ce que vous pouviez acheter en 1974 avec un billet de 50 francs, vous ne pouvez pas l'acheter aujourd'hui avec un billet de 100 francs. Voilà une faiblesse pour toute la France. C'est aussi un malheur pour vous. C'est un malheur en particulier pour les jeunes. Christian Boisseau témoigne. Je m'appelle Christian Boisseau, je suis chômeur. Je viens de Châteauroux, c'est une petite ville de 50 000 habitants située dans l'Indre. J'ai suivi des études pour être technicien en bâtiment. Au début, j'avais trouvé une situation dans une entreprise qui construisait de petits pavillons. Malheureusement, très vite, à cause de l'augmentation du taux des crédits, les gens ne peuvent plus faire construire. La conséquence, c'est que l'entreprise doit licencier du personnel et comme j'étais un des plus jeunes, je me suis retrouvé chômeur. Depuis, je cherche un emploi. Mon univers, c'est les petites annonces et l'agence pour l'emploi. Mais dans les petites villes, les possibilités de trouver du travail ont pratiquement disparu. J'ai 27 ans et franchement, ne rien faire quand on a 27 ans, c'est moche. Mon avenir, je ne le vois pas. Je ne peux pas faire de projet, ni dans ma vie professionnelle, ni même dans ma vie familiale. Je suis obligé de vivre au jour le jour. Voilà le résultat de plusieurs années de pilotage à vue, au jour le jour. Cette situation ne peut durer. Quand un médecin se penche sur un malade, il peut lui apporter un calmant pour apaiser sa douleur. S'il ne cherche pas la cause du mal, il ne le guérira pas. Nous avons autour de nous de nombreux médecins, et même certains charlatans. Il en est qui disent, s'il y a trop de chômeurs, c'est parce qu'il y a trop de jeunes. Attendons que le nombre de jeunes diminue et le chômage baissera. Ce raisonnement est une honte. La jeunesse est l'atout de la France. Ne la sacrifions pas. D'autres disent, pour réduire le chômage, il suffirait d'augmenter tous les revenus et de diminuer tous les impôts. Au bout de la route, il y a une nouvelle augmentation des prix, une nouvelle hausse du chômage. D'autres encore vous disent, il faut créer des dizaines de milliers d'emplois dans la fonction publique et décréter une réduction générale du temps de travail. Au bout de la route, il y a des dizaines, des centaines de faillites d'entreprises et des milliers de travailleurs qui vont grossir le nombre des chômeurs. Il faut être sérieux et chercher la cause, c'est-à-dire la racine profonde du mal, la racine profonde de la hausse excessive des prix.
et du chômage excessif. La vérité, la voici. Il faut d'abord une politique raisonnable des rémunérations. La course accélérée entre les prix et les salaires conduit toujours à faire des salariés des victimes. L'État doit, chaque année, après consultation des syndicats, et si possible avec leur accord, fixer un taux modéré, mais régulier, d'augmentation des salaires et des rémunérations. En contrepartie, l'État exonérera les contribuables qui paient moins de 5 000 francs d'impôts par an. La vérité, c'est aussi qu'il faut alléger les charges des entreprises industrielles et agricoles. Il y a 10 ans, les entreprises travaillaient 1 jour sur 3 pour l'État et la sécurité sociale. Aujourd'hui, elles travaillent quasiment 1 jour sur 2. C'est dans la compétition mettre des fers aux pieds à notre économie. C'est comme si l'on disait à Marielle, dans une compétition, prenez de vieux skis en bois et laissez de côté les skis en fibre de verre. Non. La vérité est également dans un effort d'économie. L'État vit actuellement au-dessus des moyens de la France. Augmentation raisonnable des rémunérations, allègement des charges, économie. Telle est la politique raisonnable. La politique raisonnable qui doit donner des chances de gagner dans la compétition, des chances de gagner à la France et des chances de gagner pour vous. Voilà un discours sportif. Il est différent des autres discours politiques. C'est pourquoi je vote Michel Debré. Moi, je peux vous le dire. Michel Debré est le seul candidat qui peut se présenter au départ d'une compétition sans être disqualifié. Je suis fatigué, et les Français aussi, de ces éternels discours de droite, de gauche, de ces mêmes chansons qui ne nous apportent aucune solution. Michel Debré, lui, est différent. Vous qui me regardez et qui m'écoutez, l'essentiel n'est pas de discuter sur 35 ou 36 heures de travail, sur 42 ou 43 jours de congés payés. De toute façon, vous le savez bien, ce ne sont que des promesses électorales qui ne seront jamais tenues. Ce que nous voulons, c'est une France qui gagne. Michel Debré, lui, élève le débat, car il a la dimension d'un homme d'État, ce que d'ailleurs personne ne lui conteste. En effet, il est lucide, il voit clair, et il dit la vérité aux Français. Michel Debré est un homme honnête. Et quand j'entends les gens me dire « il est trop honnête », je réponds « oui, nous voulons un président honnête ». Vous savez, la France va crever de ces ringards de la politique. Voilà pourquoi, spontanément, j'ai choisi de suivre Michel Debré. Si les entreprises françaises avaient le dynamisme de Marielle, elles seraient sûres de gagner. Encore faudrait-il qu'on ne vienne pas briser leur effort. Jacques Coeur, dirigeant d'une entreprise moyenne, vous apporte son témoignage. Je dirige depuis 2 ans une entreprise qui fabrique des articles de pêche. Son activité se situe donc dans un marché en développement, celui des loisirs. Vous savez aussi que de nombreux Français sont passionnés par la pêche. Nous produisons des cannes à pêche de réputation mondiale. Notre chiffre d'affaires se développe rapidement. Nous exportons. Notre entreprise peut donc être considérée comme une entreprise dynamique et performante. Et pourtant, depuis quelque temps, nous sommes confrontés à un problème dramatique, celui des importations d'Extrême-Orient. Elles ont doublé en 5 ans. Ceci a causé des difficultés énormes pour mon entreprise. Regardez, une canne à pêche importée de Corée coûte moitié prix que la même canne à pêche fabriquée chez moi. Que puis-je faire? J'ai été obligé d'abandonner des fabrications. J'ai dû fermer un atelier. En fait, c'est toute la profession qui est touchée. Des entreprises ferment et un employé sur 3 est licencié. Il est facile de comprendre la percée des fabricants du sud-est asiatique
Ils sous-payent leur main-d'œuvre, ne payent pas de charges sociales. Nous sommes donc confrontés à une concurrence déloyale. C'est intolérable. En fait, si aucun remède n'est apporté, c'est l'avenir de mon entreprise et celui de ma profession qui est menacé. Voilà où nous conduit, dans cette profession et dans d'autres, le laisser-faire. Cette entreprise fabrique de bons produits et pourtant, elle peut être condamnée à licencier. Il faut savoir la protéger. Oh, tout de suite on nous dit, mais pour vendre à l'étranger, il faut acheter à l'étranger, donc laisser nos frontières ouvertes. Cette argumentation est simpliste. Le Japon exporte, il exporte même beaucoup. Or le marché japonais est protégé, super protégé. Les Américains exportent beaucoup. Le marché américain est protégé dans certains secteurs, super protégé. L'Allemagne exporte beaucoup elle aussi. Et à l'intérieur du marché commun, elle sait protéger certains de ses produits. Oh, il ne s'agit pas de revenir à une protection nationale aveugle et généralisée. Il s'agit de protéger nos secteurs menacés, des textiles à l'électronique en passant par l'automobile et sans oublier l'agriculture. Il s'agit aussi de négocier en position de force. Nous avons tous été humiliés quand il y a quelques mois, les ministres européens, français y compris, sont allés en chemise et pieds nus demander au Japon de réduire ses ventes. Il aurait fallu d'abord imposer des droits de douane et des contingents et négocier ensuite. En mai 1940, nous avons envoyé nos régiments de cavalerie avec leurs sabres contre les chars d'Hitler. Nous savons le résultat. Dans la compétition économique, il nous faut des armes adaptées. Nous avons créé le marché commun pour établir une zone de saine concurrence à l'intérieur de l'Europe, et non pas pour faire de l'Europe une passoire. Français, Françaises, je vous le dis avec solennité, si la commission du marché commun de Bruxelles, dans les semaines qui viennent, ne change pas de politique, nous aurons le droit, et même le devoir, de protéger nos secteurs menacés. Comme me le dit Marielle, ne soyons pas plus bêtes que les autres. Et si nous ne le faisons pas, d'autres secteurs seront foudroyés, des entreprises fermeront leurs portes et des travailleurs par milliers iront grossir les rangs des chômeurs. C'est une fois cette protection établie avec intelligence que nous pourrons, à l'instar du Japon, des États-Unis, de l'Allemagne, avoir une politique industrielle et agricole de reconquête du marché intérieur et en même temps développer notre offensive sur les marchés extérieurs afin de rétablir nos comptes qui en ont bien besoin. C'est pourquoi j'estime nécessaire, après l'élection présidentielle, de constituer un gouvernement ferme, une équipe cohérente qui recevra la mission d'appliquer cette stratégie du succès. Voilà, je vous l'avais bien dit. Michel Debré est le seul capable de sélectionner une équipe de France politique. Il y a un problème que je ne comprends pas bien. En sport, quand on sélectionne une équipe de France, on prend les meilleurs de tous les horizons. L'équipe de rugby qui a gagné le tournoi des 5 nations, ce n'est pas seulement Béziers ou Narbonne. Le malheur pour la France, c'est que chaque parti a la prétention d'incarner la France. Michel Debré, lui, il est au-dessus de la mêlée. Et il est capable de constituer une équipe politique. Vous voyez, quand j'ai gagné mes médailles, ce n'est pas pour la droite, ce n'est pas pour la gauche, c'est pour la France. Michel Debré, c'est le candidat de la France.